Donc bonjour à tous, on se retrouve aux Imaginales 2022 en compagnie d'Hélène Kushner, enchantée. Et moi aussi, la même. Et de Morgane Cessana, son interprète. Enchantée. Donc aujourd'hui on va parler du Privilège de l'épée qui sort pour la première fois en France aux éditions ActuSF et qui prend place dans le cycle de romans Riverside. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce roman? Est-ce qu'il est arrivé après l'écriture de La Pointe de l'épée ou vous aviez déjà l'idée au moment où vous aviez écrit le premier roman? Non, quand j'ai fini mon premier roman, qui s'appelle en français À la pointe de l'épée, comme les chansons de Zorro, j'ai appris ce matin, ouais, à la pointe de l'épée, je disais, ok, bon, c'est terminé, c'est fini, il n'y en aura plus. Et des gens me disent, mais il faut écrire ce qui passe après, un an après, et je disais, bah non, ils sont toutes mortes, c'est la peste, désolé. C'est radical. Mais ça arrive, certes, c'est une cadre assez renaissance, hein. Il y avait de la peste, tout le monde il est mort, ils sont morts. Mais en fait, il me manquait mes personnages, il me manquait et ma ville aussi, ma jolie ville sans nom. C'est une petite district. Petit arrondissement. Arrondissement, Riverside. Les Bordeaux. Les Bordeaux. C'est une toute petite arrondissement qui est, il faut dire, je suis maintenant à Épinal. Il y a aussi une petite île entre les deux bords du Moselle, du berge du Moselle. C'est tout à fait la même. Mais il n'y a pas de dresseur là. En fait, les Bordeaux, c'est une sorte de d'île de la Cité fantasy. Enfin, fantasmer l'île de la Cité de Paris version... Ouais, il faut avouer, c'est aussi comme l'île de la Cité. C'est toujours la même. Mais ils existent dans plusieurs villes. Oui. Partout en Europe, ces petites places. Sûrement, mais Bordeaux, c'est une petite île. Il y a des maisons très anciennes où les gens ont quitté pour aller au lieu un peu plus moderne pour eux. Et puis ces maisons anciennes, il y a là maintenant des criminels, des prêteurs, les gens d'une mauvaise vie. Et c'est là qu'habite mon héros à la pointe de l'épée. Donc, alors, il me manquait. Mais aussi c'était que c'était tout à fait une histoire des hommes. Une histoire des hommes. Les hommes sont les personnages les plus importants. Et je me disais, qu'est-ce qui va arriver si j'ai une adolescente qui prend la main... Qui prend, oui, c'est le point de vue, on dit ça en français? Oui. Le point de vue d'une fille, et d'une fille adolescente, une fille ado, qui regarde ces hommes tellement dangereux, les prêteurs, qui sont sa famille. Donc, j'ai essayé d'écrire un roman de sa vie, qui est, bon, c'est difficile en français, c'est vrai. You can switch to English. I can, okay, great, yeah. Here, that's So very she is brought to the city by her uncle to learn the sword, and she doesn't want to learn the sword. She wants to be normal. She wants to be a Jane Austen heroine. And unfortunately, she is forced to do all the things that heroines in many novels that we all grew up loving do. She puts on boys' clothes, and she hates it. She doesn't want to dress like a boy. She's forced to learn the sword. She doesn't want to learn the sword. This is a stupid idea. But just as in the novels that we all loved, not even by the end, by the midway of the book, she's starting to realize that this gives her a power that she didn't have before. And the book is ça déroule. It's my favorite word in French. I use it in English because there's no ça déroule to what happens to her once she has learned that she has a little bit of power that she didn't have before. But she also thinks that the grown-ups from Swords Point are kind of stupid. Because don't we all, as teenagers, think that even the coolest grown-ups, they're really kind of stupid. Because we all That's my speech. Okay. Good luck. No, it's fine. Oui, donc elle est amenée à la ville par son oncle, cette héroïne, et donc là, elle apprend, son oncle s'est mis en tête de lui apprendre à manier l'épée.
Mais elle n'a pas du tout envie de ça. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est être une jeune fille tout à fait normale. Elle veut être une héroïne d'un roman de Jane Austen. Et malheureusement, elle est, comment dire, on la contraint justement à apprendre à manier l'épée. Elle trouve ça vraiment stupide. Elle ne voit pas du tout l'intérêt. Mais à peu près à mi-chemin de l'intrigue, elle se rend compte que cet apprentissage-là, ce savoir-là, va lui permettre d'être libre, enfin surtout d'accéder à un pouvoir auquel elle ne pouvait pas prétendre jusqu'ici. Et donc l'histoire se déroule, tout ça se déroule, donc c'est mon mot préféré en français. Ça se déroule jusqu'au moment où eh bien, elle se rencontre notre héroïne, qu'elle possède justement ce pouvoir qui jusque-là lui faisait défaut. Et donc voilà, elle va s'en servir. Mais j'ajouterais aussi qu'elle a un regard assez cruel sur les adultes à la pointe de l'épée. Elle les voit comme vraiment stupides. Mais bon, en même temps, est-ce que tous les ados que nous avons été n'ont pas tendance à penser ça? C'est possible. Après, pour Jane Austen, en vrai, Elizabeth Bennet pourrait manier l'épée, je pense que ça lui déplairait pas. Mais malheureusement, elle a l'auteur qui n'est pas Jane Austen. Totalement. Donc, cette héroïne, c'est Catherine dans Le privilège de l'épée. À la pointe de l'épée, c'était Richard Saint-Vière. Est-ce que c'est difficile finalement de passer d'une adolescente à un homme? Enfin, est-ce que vous avez eu des difficultés finalement à vous incarner dans l'un ou dans l'autre quand vous avez pris la plume? Non, pas du tout. Non, les deux, quant à moi, ce sont toujours les aspects de l'auteur. Et j'étais ado, et aussi dans mes rêves, un directeur. C'est un vrai plaisir d'être autrice. C'est qu'on peut entrer dans la tête de n'importe qui. Et vous aimeriez plus être Catherine ou Richard? Les deux. Les deux? Et les autres aussi, et les vilains aussi. C'est qu'on peut être tout le monde dans ces livres, et j'adore ça. J'aurais aimé bien être comédienne, mais ça c'est très très difficile. Et quand on est auteur, on fait les costumes, on fait les draps, on fait tout. On peut faire tout et on peut être aussi tout le monde. Et d'ailleurs, avec ces romans, il y a aussi un côté historique. Vu que vous parlez des costumes, vous êtes renseigné, vous avez fait plein de recherches ou non, pas du tout. Ma vie, c'est ma recherche. Et c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup l'histoire de toutes les périodes. Quand je suis dans un musée, je regarde bien ce que portent les gens et je prends un peu d'ici, un peu de là. Puis après vous secouez, puis vous voyez ce que ça donne. Ça, j'ai pas compris. And then you shake it all up. Exactement. See where it goes. C'est exactement, mais c'est ça. The shaker. Ouais. But you did play, right? You did act. A little bit. I read that somewhere. I heard you talk about that. You were an actor For 5 minutes. You know. Okay. Donc je disais juste qu'elle a joué en tant qu'actrice mais 5 minutes seulement, c'est ça? C'était dans quelle une pièce en particulier? Enfin... Non, mais je peux vous dire, quand j'avais une émission de radio, je faisais comme actrice et aussi j'ai écrit pour moi-même des one-woman shows. We don't translate. Ok, one-woman show. Ouais. Donc j'ai fait ça parfois, mais j'ai attendu que j'en ai avec moi ce petit livre d'enfant. C'est un livre de Hanukkah. Qui s'agit d'une... Yeah, it's kind of a satire of the Nutcracker. Le casse-noisette. La casse-noisette, le ballet du casse-noisette, mais c'est moderne et c'est américaine et c'est juif. Alors j'ai écrit cette petite jolie petit livre
Et puis voilà, les démons. J'ai donné, hein. Yes. C'est Et- vraiment super chouette. C'était, ouais, et c'était Ouais, fait c'est comme un petit play. Comme une pièce de théâtre. Une petite pièce de théâtre pour les enfants à New York. À New York. Et, Ça a été, it was adapted. yeah, yeah. for the C'est stage. moi qui l'a écrit. Voilà. Et moi je jouais une des personnages là à New York. Au théâtre. C'était difficile. C'était plus difficile que j'aurais cru. J'ai fait du drame au lycée, à l'université, mais vraiment être là et se souvenir de tout ça, c'était difficile. Mais je l'aimais beaucoup. Et vous aimeriez encore jouer? Ah, ce qu'on a maintenant, c'est. Bon, je suis devenue comédienne un peu à l'internet, à Zoom. Car par Zoom. le pandémique c'est commencé et tout le monde était très malheureux. Donc j'ai une amie à Londres qui est vraiment comédienne, elle est superbe avec les Shakespeare et tout ça. Et on a dit peut-être on pourrait lire un peu de Shakespeare sur Zoom avec quelques amis. Donc j'ai pris des amis de partout car c'était le pandémique et c'était Zoom. Donc ça continue jusqu'à maintenant. Une petite troupe de comédiens et comédiennes qui jouent. On a lu tout Shakespeare et maintenant on continue avec des autres pièces. Tout Shakespeare? Ouais, on a fait. Ça fait quelques heures de Zoom. Ouais, vraiment. Et on ne coupait rien. Ça s'appelle All the Bard's Words. All of them. On ne coupait rien, ça Tous faisait les mots du barde. 4 heures, 5 heures qu'on lisait pendant la pandémie, et puis ça continue maintenant. Tout le monde, personne ne se connaissait, et maintenant on est de très très bons amis. C'est incroyable. Et en regardant les gens là qui sont vraiment des comédiens et comédiennes, nous les autres qui aimeraient bien, mais c'était pas notre vie, on a bien appris beaucoup. Et parfois, les comédiennes disent qui ne sont pas comédiennes. Oh, c'est Les amateurs? Les amateurs, oui, merci. Même en anglais, I can't remember anything else. Very exciting festival. So sometimes they say, no, it's quite good. And like a real actor said I was doing a good job. And so we've all really profité from this experience. It's remarkable. Donc parfois, ces acteurs professionnels, ces comédiens professionnels qui jouaient avec nous faisaient des compliments en nous disant mais là, dis donc, tu t'en es très bien sorti. Et c'était génial de se dire qu'un vrai comédien nous faisait des éloges. Et c'était une expérience vraiment hors du commun. Et ma passion pour le théâtre, ça se vit bien quand il y a du théâtre dans chaque de mes livres de Versailles. Celle qui vient de sortir, Le privilège de l'été, il y a même une comédienne qui est très douce. C'est pas gay, pas l'autre qui est très gay, et je ne veux rien dire d'autre. Elle est super. Et elle devient aussi la mère de la fille dont j'ai écrit le roman à ce moment. C'est pas fini. Ah, donc il y a le roman, on en parlera plus tard, mais il y a le roman avec Delia Sherman, et il y en a encore un autre. Encore une, ouais. Ah. Et je suis écrivain achronique. Celle que j'ai écrite avec Delia Sherman, ça se passe dans l'histoire des gens, du monde, d'une génération après. Alors il ne faut pas se lier avec les dates de publication. Pas se fier aux dates de publication. Et donc, je reviens au privilège de l'épée un petit peu. C'est un des premiers textes de fantasy qui a traité, qui mettait en scène des personnages qui avaient des relations queer et bisexuelles. Ce qui était assez inhabituel quand même quand il y a eu la première sortie, enfin ça sortait originel. Et maintenant, on rencontre de plus en plus de personnages de ce type. Comment est-ce que vous voyez le genre, enfin ces changements dans le genre, il y aura encore d'autres choses à changer ou
on peut toujours changer. Il y a aussi le racisme, tout ça. La perfection de l'humanité. On pourrait toujours faire la perfection des mondes imaginables. Parce que comment ça avait été reçu en fait le texte à ce moment-là quand vous l'aviez sorti la première fois par rapport à ces personnages? Moi j'ai cru, ça s'agit du privilège de l'épée. Oui. Oui. Moi j'ai cru, ça sortit aux États-Unis en 2006. 2016 2016. Non, 2006. 2006. Ah, 2006. Okay. 2006, c'est sorti. Et moi, j'ai cru vraiment que c'était un roman féministe pour les années 18. Car the liberation that she gains is from the society that's like Jane Austen or Charlotte Perrault. And and I thought, well, nowadays nobody has these problems. You know, girls are allowed to do what boys do, and girls are constantly being told they can be anything and do anything, and that they can be brave and strong. And to my horror, it turned out that it hasn't really worked that way. That I had so many teenage girls, as well as older women, saying, oh, I wish I'd read this book when I was 15. That I really needed this when I was that age. And I thought, oh, did you? I thought we'd fixed all that. But apparently not. And so it had more power and was a more modern book than I had expected. It was better received than I expected, to be honest. The one really annoying thing, thank you for letting me do this in English, I'm more interesting. I'm more impressive in French, but I'm more interesting. Was this one, just one, you know, the one bad review is the one that upsets you. It wasn't a bad review, but he said, oh, this is a chick, they chick flicks, so this is a chick book. This is a book for girls. Well, no, he says it's just a chick book, you know, chick lit, that's what they call it, chick lit. And everybody was pretty indignant, including me, because what he meant was it's a very good book, but it's about women's issues, things that concern and interest us. And that, for this one reviewer, immediately devalued it. Even though it's, you know, exciting and has swords and, you know, has pretty much all the things that Swords Point had. But the notion that the moment it is of interest, not to women, because women, of course, are interested in everything, but the moment that it was about things that are very important to women, it made it less serious. It's just nuts. It's just nuts. And it was nice that people pushed back and said, you know, well, this is utter bullshit. But again, it just made me sad that we're not there yet. We don't really understand that saying that says a lot about how you value the other half of humanity if you're not female. Long. Because I talk a lot. No, you're perfect. Alors, donc cette protagoniste, elle arrive à se libérer d'une société, du carcan sociétal dans lequel elle vit. Elle est dans une société à la Charles Perrault ou à la Jane Austen, hein, comme on disait tout à l'heure. Moi, je me disais que, que les problèmes auxquels elle avait été confrontée, plus personne n'y était confronté maintenant. Je me disais que une femme, une fille avait le droit de se comporter comme un garçon et vice versa. Il y avait une sorte de porosité entre les genres. Les filles avaient désormais le droit d'être courageuses, d'être fortes, etc. Elles n'avaient pas à se cantonner à ce rôle de femme fragile. Mais en fait, je me suis rendu compte, en voyant les réactions, la réception qu'a eu mon roman, j'étais horrifiée de me rendre compte qu'en fait on n'avait pas réussi à avancer tant que ça, on n'avait pas
pas réussi à rectifier le tir de tout ce sexisme. J'ai rencontré beaucoup d'ados, de mes lectrices qui m'ont dit non, mais en fait, moi j'aurais. Enfin, pas forcément des ados, mais des personnes qui m'ont dit j'aurais aimé avoir lu ce livre quand j'avais 15 ans, parce que ça m'aurait aidé peut-être à me libérer de mes chaînes. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait encore besoin encore plein de choses à réparer, à améliorer. Et donc en fait je me suis rendu compte, donc à ma grande joie, que mon roman, il avait en fait beaucoup plus d'impact que je n'avais cru au début, et qu'il y avait eu une réception en fait beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus, je dirais, puissante que ce à quoi je m'attendais, et que c'était finalement donc un roman beaucoup plus moderne que je ne le pensais. Et donc, that's when you switch to English. Ah non, merci. That's not when you switch, but that's when you said. Merci de me laisser pouvoir m'exprimer en anglais, parce que c'est que je suis beaucoup plus intéressante en anglais quand même. Je suis, comment dire, je vous en mets un peu plein la vue quand je parle en français, mais bon, je suis plus intéressante en anglais. Et donc, pour revenir à mon roman, il y a une critique, une mauvaise critique, qui m'a beaucoup marquée. C'est un critique qui s'est amusé à dire qu'en fait ce roman c'est de la chick lit, c'est-à-dire de la littérature pour midinette, que c'était ça parlait d'une jeune femme et de ses problèmes, et ça n'allait pas plus loin. Il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup choqué, voire outré, donc moi, y compris moi évidemment. Beaucoup de gens qui disaient que oui, c'est un livre qui parle de femmes et des problèmes que peuvent rencontrer les femmes. Et en tout cas, et pour ce critique-là, le fait que le roman ne s'attache qu'à raconter des problèmes de femmes, en fait, ça en faisait un livre de moindre qualité. Et ça, c'est... Même si le roman était palpitant, il y a des combats de cartes d'épée, il y a beaucoup d'action, mais donc c'était pas seulement le fait qu'il y ait deux femmes mises en avant, mais c'était le fait que le roman ait trait à des histoires de femmes qui apparemment n'étaient pas si intéressants que ça. D'après ce critique, ça en faisait un roman moins sérieux que d'autres. Et je trouvais ça hallucinant, je trouvais ça dingue et stupide en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un ramassis de conneries en fait de dire ça. Et donc tout ça m'a amené à me rendre compte que on a encore beaucoup de chemin à faire justement pour que les femmes puissent vraiment s'émanciper. C'est triste de voir que des propos comme celui de ce critique et d'autres montrent pas mal de personnes qui ont une vision très péjorative de la moitié autre de l'humanité. Et même après toutes ces années, vous pensez que ça n'a pas évolué? Parce que c'est vrai qu'on trouve encore de plus en plus d'héroïnes quand même fortes, qui prennent leur destin en main. Malheureusement, il y a une grande différence entre des héroïnes des films et même des livres et de la vie. Quand on est au lycée, peut-être, c'est dur, c'est vraiment dur. Ok. Et alors là, je vais passer sur un autre roman, puisque vous avez écrit aussi dans Riverside, vous avez écrit aussi avec Delia Sherman. Alors comment vous avez fonctionné? Celui-ci n'est pas encore traduit, c'est The Fall of the Kings. Vous avez écrit chacune un personnage, vous avez écrit tout le temps chacun un chapitre, comment vous avez fait? Non, c'est que vous avez raison, que chacune avait un personnage primaire et c'était un peu comme ça. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de Thomas Lerimer? Oui, il y a une autre question. So it's so frustrating because the last time I was in France was the fall of 2019, which was when the Source Point came out in the beautiful new edition from ActuSF. And I was looking forward to returning frequently, and 5 months later,
nobody was doing anything except reading Shakespeare on Zoom. And during that time, the Privilege of the Sword was being translated by the great Patrick Marcel. And fortunately, there was one more book of mine that had already been translated into French, which was Thomas the Rhymer. It was the first book of mine ever translated into French. It was a huge thrill that I remember very well. And fortunately, GSF was able to republish it in a beautiful new edition. And I missed it. I wasn't here when that happened. So it was very exciting for me to come back now and be at Les Imaginales and see not one but two of my books now published in beautiful editions by GSF. Not to mention the gorgeous Swords Point Livre de Poche. It's such a different look. The hardcover is this elegant red, antique kind of looking thing, and then the paperback is this austere, gray winter scene, which is exactly how the book opens. Winter, yeah. Alors, c'est ce qui était un petit peu frustrant, c'est que la dernière fois que je suis venue en France, c'était à l'automne 2019, pour justement la sortie à la pointe de l'épée. Mais bon, comme vous le savez, moi je pensais que j'allais pouvoir revenir assez fréquemment, voilà, après la parution de cette magnifique édition par ActuSF. Il s'est passé ce qui s'est passé, et 5 mois plus tard, plus personne ne faisait plus grand chose à part rester, par écouter ou lire du Shakespeare sur Zoom. Et j'ai écrit mon roman maintenant qui va apparaître. Oh, during confinement lockdown? Oh, yeah. Pendant le confinement. Pendant ce temps-là, quand même, ce qui était chouette, c'est que donc le Privilège de l'épée, le volume suivant, était en traduction par un grand monsieur, Patrick Marcel, Patrick Game of Thrones Marcel, il like to call him. Et puis, il y a aussi eu à ce moment-là, pour me consoler, je dirais, mon premier roman qui avait paru en français, Thomas the Rhymer, donc Thomas le Rimeur, qui est paru chez ActuSF. Je me souviens, ça avait été un moment vraiment très très exaltant pour moi, c'est un très bon souvenir. Et ce roman-là, à ce moment-là, donc 2019-2020, ActuSF l'a republié dans une magnifique nouvelle édition. Mais c'est pareil, j'ai raté la sortie de cette nouvelle édition, je ne pouvais pas venir à cause de la pandémie. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, c'est génial de pouvoir être de retour là à l'occasion des Imaginales. Et là en plus j'ai deux livres à fêter en fait, puisqu'il y a la parution de la version poche de la pointe de l'épée, qui est complètement différente. La couverture est magnifique. Donc la version hardcover, brochée, elle est pourpre, elle est un petit peu à l'ancienne. Un peu une image comme Gustave Doré. Ah oui, voilà. Ouais. Et elle est très belle, mais j'aime aussi la version poche qui est plus austère, avec ce gris un peu hivernal qui fait vraiment écho au tout début de l'intrigue. C'est vrai. Et alors, une dernière question sur vos romans, parce que donc là c'était l'univers de Riverside, il y a eu Thomas le Rimeur, mais il y a aussi Trémontaine. Et Trémontaine, c'est quand même donc une série d'anthologie. Comment vous avez fait? Vous avez vous-même écrit dedans, mais d'autres auteurs ont écrit. Est-ce que c'est pas difficile de laisser rentrer d'autres auteurs dans son univers? It's really fun. It's really fun. It's like playing with your friends when you make something up, and then you all get to be characters. It was nice for me because as when I wrote the novel with Delia, I had the authority, and I like to have the authority, and it is my world, and I do have almost like a
primitive sense of what's correct and what's not correct. And I can feel if somebody isn't quite getting it. But when we hired the authors to write with me in the world, I chose them myself from people that I knew really loved the books. And then we just had a good time playing. But also, so to be a real world in fantasy, it has to have as many as possible, I should say, component parts to reality. Okay? And as a human beings, we all have things we're interested in, things we're not so interested in, things we're good at, things we're not so good at. So I can give the best of myself to my worlds, but I have my limits. And so to have a writer like Melinda Lowe, who turns out to be very good at mathematics and economy, contributing that to my story, or Alaya Dawn Johnson, who I think has recently been translated into French, is one of the most beautiful human beings and writers that I know, much, much younger than me, bringing not only her sensibility as a black woman in America, but also all of her studying. She was living in Mexico, she still is, she's moved there permanently, but her studies of Mesoamerica into this world, so we now have a completely new set of people who don't live in my city, or who don't belong in my city, who don't originate in my city, who are merchants from a place that we call not Mexico, but they come to the city and are established there as people who live there to be merchants of chocolate. Everybody in my book is chocolate. That's where chocolate come from, right? So it was and also frankly we had a genuine gay man who made it a lot sexier, and I think than any of the women would have done, where the gay men having their experiences in the book. So it was wonderful to basically get to borrow all of these brains to write Tremontaine. So Tremontaine is the name of the duchy, which is very important to some of the characters in the book. And we were trying to think of a clever name for it, like swords and ice, fans and steel. And finally we just said, oh, never mind, we'll just call it Tremontaine. And it's great because it's a made-up place, made-up world, so nobody else has it, and it's memorable. The Americans always go crazy because they hear me say it, and it's French, and I say it like it's French, Tremontaine, and they're all saying, oh, I feel so stupid. I've been saying Tremontaine. And I just said, don't worry, just say it however you want to say it. But I realized how much French went into those books, just subconsciously. So anyway, we wrote it. It only exists online. It's not there's one printed book of the stories, but then no more printed books written by many, many people. And it was very hard work to make all the stories fit together. It was like writing a television show, but with less money. But of course, our budget for sets and things was also much cheaper. But I think it came out really well. And it added real dimensions to the world, which I now can use in the book I'm writing right now about the same world. They gave me a tremendous gift. Okay. You have great shoes, by the way. Ce sont des souliers ou des bottines? C'est des Génial. En plus, c'est super confortable. To go before I forget. Alors, ça a été vraiment, on s'est beaucoup amusé à rédiger toute cette série de Tremontaine. C'était un peu comme, vous savez, quand on est enfant, on joue avec des amis, à s'inventer des histoires, et puis chacun va jouer tel ou tel personnage. Parce que donc, quand j'ai coécrit le roman avec Delia, c'était vraiment moi qui étais aux commandes, et j'aime ça, parce que de toute façon c'est mon monde, c'est moi qui l'ai créé, donc c'était normal que ce soit moi qui tienne les rênes. Et puis j'ai cette espèce d'instinct, je sais vraiment ce qui est correct, ce qui va aller, ce qui va pas aller dans les livres qui se passent
dans ce monde-là. Mais justement, à l'inverse, quand on a recruté d'autres écrivains pour le projet Tremontaine, là c'est moi qui les ai choisis. Et je les ai choisis parce que je les connaissais, je savais qu'ils avaient bien compris l'esthétique du livre et de ce monde-là. Et puis donc à partir de ça, on a juste pris du bon temps, on s'est bien amusé. Alors comment dire, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye pour faire une fantaisie qui soit un petit peu qui soit intéressante, il fallait qu'on essaye d'intégrer autant d'éléments réalistes que possible, utiliser voilà, des composantes qui soient vraiment tirées de la réalité. Et donc, ces écrivains qu'on a recrutés ont vraiment joué le jeu. Et je pense notamment à Mel Lindalo, qui en fait s'est révélée être une experte en maths et en économie. Et donc elle a ajouté toute cette dimension-là à ce monde que j'avais créé, dans lequel il n'y avait pas, c'était absent. Je pense aussi à Elia Dawn Johnson, qui est vraiment une femme formidable. Vraiment, je l'aime, je l'admire beaucoup. Donc, qui en plus d'être une femme noire aux États-Unis, elle est, elle a écrit beaucoup sur l'époque méso-américaine. Et elle a elle aussi pu ajouter tous ces éléments de connaissance dans le monde de Swords, le monde de la gloire de l'épée, etc. Et donc, à partir de ces connaissances que les contributeurs ont pu ajouter à notre univers de départ, eh bien, il y a toute une série de personnages qui ne venaient pas du tout du monde initial, qui ont pu débarquer dans cette ville sans nom que j'avais créée. Et donc tous ces personnages, on a dit qu'ils venaient du non-Mexique, c'est ça, ouais, on disait ça entre nous. Et c'était tous des marchands, cette particularité-là, des marchands de chocolat. Parce que vous savez que dans ces romans-là, tous mes personnages boivent du chocolat. Et le chocolat, ça vient d'où? Oui, d'Amérique latine. Et donc, on a comment dire, un petit peu tordu les règles du jeu, et ça a rendu les choses encore plus excitantes, plus alléchantes. Ça a été vraiment une très belle expérience. Une expérience qui puisait dans l'expérience de chacun. Et moi, j'ai trouvé ça génial de pouvoir vraiment emprunter les cerveaux de ces autres auteurs pour justement les mettre au service de Tremontaine. Et donc Tremontaine, c'est le nom du duché, et qui est un endroit très important pour la plupart des personnages du livre. Et donc on s'est un peu creusé la cervelle pour essayer de trouver un nom qui sonnait bien, un peu intelligent. Alors c'était quoi d'épée et d'acier, les éventails et l'épée, l'acier, et puis on n'arrivait vraiment pas à trouver quelque chose qui sonne crédible, et donc on a juste décidé de garder le nom du duché comme nom de la série, parce que c'est un nom que j'avais inventé, c'est un nom qu'on retient bien, et puis un nom que personne évidemment n'aura pu utiliser au préalable, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Et il y a pas mal de personnes, de lecteurs américains qui, quand ils lisaient ce nom, ils le prononçaient Tremontaine à l'américaine. Ils n'avaient pas forcément réalisé que c'était un nom français, consonance française. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'éléments de la culture française qui s'étaient glissés dans mon œuvre, et de manière totalement inconsciente. Et donc, il y a un livre imprimé dans cette série-là. Tous les autres sont en ligne, et ça a été assez dur de vraiment tous les agencer. Ça a été un petit peu comme
comme de ficeler une émission télé ou une série télé, mais sauf qu'on avait moins d'argent. Et donc, voilà, on a essayé de se dépatouiller avec un budget réduit. Et je dirais que cette série, l'écriture de cette série a vraiment ajouté une dimension, donné du corps au monde que j'avais créé. Et justement, en plus, toute cette matière-là qui a été créée pendant le projet collectif Tu es Montaigne, là, je m'en sers en ce moment-là pour écrire mon livre, mon prochain roman, qui se passera dans le même monde que mes livres, la série à la pointe de Riverside. Et donc, c'est un vrai, très très beau cadeau que m'ont fait tous ces collaborateurs. C'est une nouvelle muse. Ah, yes! Mais merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival et encore de belles aventures dans cet univers. Merci beaucoup, et merci. Ah, merci.